Bonsoir! Bonsoir, voyageur. J'espère que tu vas bien et que l'histoire te plaît. Oh, ce n'est pas moi qui l'écris, bien sûr. Mais j'ai toujours cru qu'un bon conteur pouvait rendre intéressante toute histoire. Et n'est-il pas de mon devoir d'historien ermite de faire vivre l'histoire en plus de l'étudier? Bon, où en étions-nous? Ah, oui, j'y suis. La proclamation de l'Empire. Oh oui, bien sûr, j'ai dû omettre ce détail. Lorsque la bataille des champs se termina et que Inouj accepta la reddition des peuples des Hautes Herbes, il proclama l'Empire, se mettant à la tête de la toute première nation de l'histoire de la civilisation. Réaliser l'incommensurable génie dont il avait dû faire preuve pour fonder la civilisation, car lorsqu'il remporta cette bataille, tout était déjà prêt dans sa tête. Il ne lui fallut pas plus de 2 jours pour former son gouvernement, divisé entre plusieurs conseillers. Un conseiller des armées, général en chef de toutes les armées, un conseiller de l'économie, responsable de la fixation de la valeur des différentes ressources au cours des trocs et de l'organisation des payes pour les métiers d'État, un conseiller de la loi qui devrait l'aider à écrire le premier code de loi s'appliquant à tous, et divers conseillers politiques plus secondaires destinés à contredire et à débattre avec l'empereur pour l'aider à avoir une vision plus globale sur chaque sujet. Enfin, bien sûr, tout ceci en principe. Ces conseillers n'ayant pas le génie de leur tuteur, ils se contenteront de suivre ses décisions et d'approuver le travail qu'il accomplira seul la plupart du temps. Mais il ne fonda pas seulement la politique. Vous savez, au cours de ce chapitre, je vais tenter de vous donner une vision assez globale de ce qu'il a réalisé. Mais on dit de l'empereur qu'il est plus facile de citer ce qu'il n'a pas inventé que l'inverse. Il verrouille définitivement la hiérarchie de l'armée qu'il avait préétablie dans ses rangs. Celle-ci se divise ainsi. Il y a le soldat, nommé aussi par amalgame homme. Au-dessus, le lieutenant, Puimirant en Grignircienne qui possède la responsabilité de 10 hommes sous ses ordres. Au-dessus, le capitaine, dit le Julumir en Grignircienne, coordonnant quant à lui 10 lieutenants sur le terrain. Au-dessus, le commandant, Gétangan, toujours en Grignircien, donne des ordres à 10 capitaines et gère parfois un secteur entier comme une ville, car, si vous avez suivi, il a tout de même 1000 soldats sous son commandement. Et enfin, le général, le Kirinoup, qui pour sa part possède un statut un peu spécial. En effet, peu importe son secteur d'affectation, en principe, un général peut donner un ordre à n'importe quel subordonné qu'il serait amené à rencontrer. Mais surtout, un général est associé à une ligne de front. Que je m'explique. L'empereur a divisé l'armée en 3 corps. 3 lignes pour être précis. La première ligne, constituée d'un peu plus de la moitié des effectifs totaux, est la catégorie chargée des missions de combat offensif. Ils sont en charge de tout ce qui est prise d'assaut, conquête, invasion, expédition, exploration et également censés repousser les menaces extérieures le plus loin possible. Ce sont les plus aguerris, suivant un entraînement quotidien au combat et aux manœuvres. L'empereur en était le général attitré, mais il délègue parfois sa fonction à un Antonine du nom de Hammer. La deuxième ligne est la catégorie de l'armée chargée de venir en support de la première ligne et de l'occupation armée à court terme. Il n'est pas rare que celle-ci se mêle à la première ligne lors des grosses batailles. Concrètement, leur travail consistait à venir occuper avec les forces armées les zones qui venaient d'être capturées et de talonner de près la première ligne. Ils s'occupaient d'une part de pacifier les régions conquises, mais aussi et surtout du ravitaillement de la première ligne, ainsi que de suivre les champs de bataille en plantant à proximité des infirmeries temporaires. C'est dans cette catégorie de l'armée que l'on comptait le plus de médecins de guerre. Il leur fallait soutenir l'effort de guerre sur tous les points, et leur rôle fut déterminant par la suite. Puis enfin, la troisième ligne.
Ceux-là sont les moins aguerris, ils ne sont pas souvent chargés de se battre. Il s'agit des forces armées de long terme, pour ainsi dire. Ou autrement dit, les garnisons dans les villes, les patrouilles lors d'activités suspectes, en plein territoire civil, le recrutement des jeunes recrues avant de les orienter vers d'autres corps d'armée plus aptes à les recevoir. La troisième ligne comptait même quelques architectes. Très rapidement et lors de la construction de la cité impériale, l'empereur inventa aussi la monnaie. Petite rondelle de métal à valeur fixe, permettant des échanges plus fluides et moins sujets à controverse. Permettant aussi, par extension, le concept d'armée de métier qu'il venait de créer. Permettant d'entretenir aux frais de l'État une armée permanente et entraînée. Du côté de l'architecture, il n'avait pas non plus chômé, car faisant appel aux meilleurs ingénieurs, architectes et ouvriers antonines, meilleurs artisans du continent, il acheva en 6 mois sa capitale. Une cité impériale colossale aux colonnes de pierre imposantes. Une cité puissante, monumentale, qui accueillait déjà en si peu de temps 10 000 citoyens de l'Empire. Au même moment que l'achèvement de la capitale et de son palais, qui, dit-on, dominait la ville tel un soleil bienveillant, il revendiqua la région de Nath, qui se plia instantanément à sa volonté, et un humain intégra sans attendre le conseil impérial. Dans le même temps, encore, Inouj ne serait plus Inouj, car sur la suggestion de son conseiller humain, il prit le nom de couronnement Caracalla. Ainsi s'appellerait le premier empereur. Toujours synchrone avec le reste, Caracalla fut publié le tout premier texte de loi de notre histoire. Texte qu'il avait lui-même rédigé. Et encore dans la même période, il poussa par l'intermédiaire de sa première ligne l'exploration et la colonisation au-delà des limites du monde connu. Agrandissant encore son peuple, de nouvelles tribus isolées. Finalement, à l'apogée de l'Empire, en -3, la population totale du continent, et donc de l'Empire, est estimée à 12 000 citoyens, dont 10 000, je le rappelle, avaient une résidence déclarée à la capitale. Qu'il s'agisse d'une résidence unique ou principale, ou d'une simple résidence secondaire pour les plus riches. Bien que la majorité du continent restât sauvage et inexploité, en cette époque, malgré un contrôle militaire avec des avant-postes et une présence civile très faible, au travers de quelques villages éparses, le cœur de l'économie et politique de l'Empire se trouvait au nord, comme vous pouvez le voir, dans le triangle formé par les 3 cités, joyaux de l'Empire. La cité impériale, immense capitale d'un empire riche et puissant. Aux fortifications colossales, à la place marchande assez vaste pour y placer un village, au palais si grand et splendide qu'il rivalisait avec le soleil. Joyau des joyaux, la cité de la culture, de la richesse et de la puissance de la civilisation. Là où Caracalla inventa l'agriculture, devenant le premier paysan de l'histoire et grand cultivateur de blé et de foin. Plus au nord, Caris, ville humaine à l'architecture plus fine et subtile. De petits toits pentus en tuiles de bois donnaient un charme tout particulier à ces petites maisons aux nombreuses vitres. Car s'il y a bien une spécialité que l'on doit reconnaître aux humains, c'est la verrerie. Si la cité impériale avait spécialisé son artisanat dans la poterie et Beruna dans le cuivre et le bronze, on peut dire que Caris était l'ambassadeur du verre en ce continent. Plats, vases, vitres, ornements, le verre était présent partout. Finalement, à l'est, Beruna l'Éternel, cité mystique à l'architecture d'avant le temps. Administrée par l'immortel, une entité dont on ne pouvait sonder l'âge. Dont la population était composée de locaux dont on ignore aujourd'hui le nom, de Gruniersiennes et d'une poignée de Crolites. Les 3 villes se répartissaient le pouvoir. Chacune des 2 cités, au nord de la capitale, étant administrée par un gouverneur local, plus à l'écoute des besoins de la population. Évidemment,
Caracalla garda sa capitale pour lui. Son règne ne fut pas de tout repos pour autant. Il y a de nombreuses légendes sur le fondateur de la civilisation, et assez surprenamment pour les plus sceptiques, souvent la légende se mêle à l'histoire. Peut-être un jour consacrerai-je une soirée entière à narrer la bataille de la Lumière, bataille qu'il gagnait seul face à une troupe d'une centaine d'hommes en sortant un sceptre de sa cuisse. Sceptre, dit-on, qui détenait des pouvoirs impressionnants, sur la lumière du soleil notamment. Je pourrais aussi vous parler longuement de sa longue perdition dans les montagnes, au-delà des frontières du continent, au cours de laquelle une puissance inconnue tenta de l'abattre d'un éclair. Éclair dont il fractura la pointe du tranchant de sa main et qu'il ramena à sa capitale s'en servant d'armes au besoin. Je devrais également parler des multiples attaques de géants venus du nord qui indiquèrent Caris puis la cité impériale. De la résistance héroïque du peuple face aux rochers et autres débris qui tombèrent alors sur leur maison, et de la campagne de Caracalla qui extermina l'espèce jusqu'au dernier des géants. Comment aussi parler de Caracalla sans évoquer les premières apparitions du dragon bestial des collines, qui deviendra, dans les âges à venir, l'ennemi le plus persistant du peuple grignircien. Et pourquoi ne pas parler un jour de la révolte Krolite, ou de la naissance de l'identité culturelle, ou de l'invention de la démocratie, des histoires de réélections successives de Caracalla au pouvoir, Caracalla essayant vainement de quitter le pouvoir pour s'installer à son compte en tant que simple paysan, ou bien raconter la grandeur des jeux d'arène, le théâtre, les estrades publiques pour les poètes et les chanteurs, de l'apparition des premières croyances spirituelles, parentes et futures religions. Bref, tout ceci mériterait nombre de conteurs et de poètes pour rendre justice à la gloire de l'époque. Mais tout ceci prit fin brutalement, car un jour, les dirigeants humains décidèrent de faire un coup d'État et de s'approprier la civilisation. Mais ça, chers voyageurs, c'est pour la prochaine fois. Oui, désolé, je dois me reposer, encore. Je me fais vieux. Reprends ta route, voyageur. Sois sans crainte. Je te raconterai la suite sans faute. En attendant, n'hésite pas à te remémorer les précédents chapitres ou à amener des amis à toi pour qu'on soit plus nombreux à détenir le savoir. Ou même, pourquoi pas, à me laisser un petit quelque chose si tu en as trop, bien sûr. À bientôt, voyageur.